Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Aujourd'hui, l'invité est Sébastien Martin. Nous allons parler de multidimensions, de rencontres approchées avec les extraterrestres. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Sébastien Martin, bonjour et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Nous allons parler avec vous d'ovnis, de multidimensions, de rencontres approchées avec les extraterrestres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé sur le chemin de ce que l'on appelle le paranormal et quel a été votre parcours? Alors, bon, pour commencer, j'ai grandi en France, dans le sud-est de la France, et donc mon père était plombier. Ensuite, il est devenu homme d'affaires. Il a eu plusieurs entreprises, et ma mère, était en fin de compte une fermière. Elle a voulu partir en Dordogne et à l'âge de 7 ans, mes parents ont divorcé. Donc c'est un petit peu ce qui s'est produit. Et donc dès mon enfance déjà, j'avais déjà des visions de fantômes, de silhouettes un petit peu qui se promenaient un peu partout. Des expériences de déjà-vu aussi assez souvent. Et donc ce sont des passages de ma vie qui représentaient pas grand-chose à l'époque, puisque ça faisait partie de mon quotidien. Donc quelque part, je me dissociais de ça par rapport à ma vie courante. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. Et puis on va dire à l'âge de à peu près 16 ans, même avant ça, à l'âge de 14 ans, j'ai un petit peu fugué, c'est-à-dire que je voulais pas vraiment partir à l'école. Donc mon père m'a attrapé dans la rue et m'a envoyé en fin de compte en école privée, donc à Saintes, en Charente-Maritime, toujours pareil, et en internat. Donc toutes les semaines, je partais en internat et je revenais le week-end chez moi. Et à l'âge de 16 ans, donc j'ai commencé en fin de compte à développer certains intérêts au niveau des ovnis, au niveau de l'écriture automatique, des sorties de corps. Donc j'ai eu beaucoup d'expériences à ce niveau-là à l'âge de 16 ans, entre 15 et 16 ans. Et j'ai même, par exemple, été vu à plusieurs endroits à la fois. Donc des amis, par exemple, qui me voyaient à l'école alors qu'en fin de compte j'étais à la bibliothèque municipale, des choses comme ça. C'est un genre de bilocation. Oui, exactement. Voilà. Donc ça m'est arrivé souvent, même ma petite copine à l'université aussi m'avait même parlé alors que j'étais même pas dans la même région. Enfin bon, des choses comme ça, des choses un petit peu folles. Et puis en même temps, j'ai développé quand on parlait d'écriture automatique, c'est pas juste une écriture automatique régulière, c'est-à-dire que c'était plus une écriture automatique avec une sorte de code. C'était une sorte de hiéroglyphe mélangé avec du chinois. Enfin, c'était un petit peu bizarre, mais je remplissais des cahiers au complet avec ça pendant mes cours d'art plastique, par exemple, pendant 2 heures d'affilée. J'étais comme absorbé par ce genre de symboles et je les écrivais de haut en bas et de gauche à droite. Donc c'est un petit peu de la manière dont j'écrivais ces symboles-là. Ouais. Et puis j'ai même d'ailleurs utilisé ces symboles dans un essai d'art plastique pour l'intégrer dans ce que je faisais au niveau de la créativité. Et puis j'avais aussi des visions prophétiques qui me sont arrivées aussi cette année-là. Donc ce qui a un petit peu changé le courant de ma vie, c'est-à-dire que lorsque j'étais dans un cours d'espagnol, à ce moment-là, donc l'une de mes camarades de classe, en fin de compte, je l'ai vue en plein cours avoir un accident de scooter qui sortait de l'école et elle se faisait frapper par une voiture. Et avec ce genre d'informations, je sais pas trop quoi en faire, donc je l'avais écrit sur un morceau de papier et puis je l'ai mise en fin de compte dans sa trousse. Et puis lorsqu'elle a remarqué ce message pendant la pause, elle était en colère et puis je me suis comme dénoncé, c'est moi qui l'ai écrit. Et puis elle était vraiment en colère, etc. Et puis après ça s'est dissipé et l'histoire s'est un peu oubliée. Donc seulement l'année d'après, donc quand j'ai tourné 17 ans en fin de compte, l'accident est arrivé en début d'année et cette fille-là exactement de la même manière, au même endroit où je l'avais décrit. Et la personne qui l'avait frappé en fin de compte avec sa voiture, c'était notre prof d'espagnol. Donc quand j'ai eu ma vision pendant son cours.
Voilà. Alors, Donc ça, bon, c'est sûr qu'elle n'est pas morte sur le coup comme je pensais, mais elle est devenue paraplégique. Donc quelque part, moi je l'ai interprété comme une mort, mais c'était pas vraiment ce qui s'est passé. En effet. Voilà, donc ce genre de vision, en fin de compte, arrivait assez fréquemment quand j'étais jeune, et lorsque j'ai rencontré, on va dire, ma future femme qui était anglaise, donc on s'est rencontrés en France, je lui ai un petit peu dit que j'avais ce genre de capacité, de vision et des choses comme ça, et ça l'a vraiment effrayé. C'est-à-dire que elle m'a demandé, on va dire, de refuser ce genre de vision, de ne pas les accepter, de ne pas y en parler. Donc pendant 10 ans, j'ai décidé de me voiler un petit peu la face, c'est-à-dire que je me suis imaginé une sorte de grille qui tombait devant moi et qui arrêtait tout ce genre de vision instantanément. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Et depuis ce temps-là, en fin de compte, j'ai on va dire, développé une vie tout à fait régulière, normale. J'ai monté une entreprise multinationale de miel avec l'entreprise Wetherspoon, donc on vend nos produits à travers le monde, et il y a 2 ans de ça, j'ai revendu l'entreprise à 80% avec des acheteurs à New York et au Mexique. Donc quelque part, je veux dire, j'ai plus vraiment besoin de me soucier de venir par exemple à la radio ou à la télé. C'est pas vraiment pour mon ego personnel, puisque je pourrais vraiment être à la retraite, j'ai pas besoin de vivre de ça, on va dire. Mais c'est quelque chose qui fait partie de ce que je dois faire quelque part dans ma vie par rapport au message que j'ai reçu plus tard, puisque au cours de ma vie, lorsque j'ai comment on va dire travaillé avec le miel pendant 10 ans, j'ai développé l'entreprise très rapidement. Donc chaque année, on commençait en fait compte à développer l'entreprise. Donc moi maintenant j'habite au Canada, donc en Colombie-Britannique, et on a développé l'entreprise en fin de compte dans une cabane en bois pour commencer. Donc on a commencé vraiment petit et on a développé l'entreprise avec 4 bureaux au niveau du marché international. Donc on avait des employés aussi bien au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre. D'accord. Donc on a maintenant une marge qui est très intéressante. On pense pouvoir revendre l'entreprise d'ici 2 ans à peu près, plus qu'autour de 300 millions de dollars. Donc c'est vraiment une grosse affaire. Voilà. Donc à mon niveau, j'ai, on va dire, développé ce genre de vision de manière intuitive aussi. Donc j'ai un petit peu suivi toujours mes voies pendant que je travaillais dans ce milieu-là aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais quelque part, puisque j'avais en fait compte arrêté ce genre de vision qui faisait quand même partie de moi pendant 10 ans, lorsque ma femme est tombée enceinte, il y a 7 ans, toutes mes visions sont revenues d'un seul coup. Donc tous les jours, j'avais entre 3 à 4 visions qui me revenaient, qui me bombardaient toute la journée, soit en pleine nuit, soit en pleine journée. Enfin, c'était affreux. Vraiment affreux. Finalement, c'était pour vous remettre sur le chemin? Quelque part, mais alors, ce qui s'est passé en fin de compte, c'est vu que ma femme était enceinte et qu'elle voulait donner naissance à la maison, et non pas à l'hôpital, elle était, on va dire, un petit peu inquiète par rapport à ça aussi, puisqu'elle n'était pas toute jeune non plus. Bon, on avait 32, 33 ans. Ah, vous étiez pas vieux. Non, c'est pas vieux, mais bon, quelque part, je veux dire, pour une première naissance à la maison, c'était peut-être un petit peu risqué pour elle aussi. Et bon, c'est quelque chose qu'elle voulait vraiment avoir. Et quand j'ai eu en fin de compte mes premières visions en fin de compte qui sont produites, assez bizarres, et ça faisait une sorte de sortie de corps quelque part, mais dans le passé. C'est-à-dire que j'étais en fait dans le corps d'un assassin qui était en fait sur le toit d'un bâtiment en fait au Liban et qui regardait en fin de compte le premier ministre du Liban à travers une lunette. Ah oui. Et alors là, je savais très bien que c'était un premier ministre, pas du Liban à l'époque quand j'ai eu cette vision, mais par contre j'ai vu son visage de manière très détaillée et je savais que c'était un premier ministre. Alors quand je me suis réveillé, donc parce que finalement entre les rêves et les visions sont des choses que j'arrive à différencier même pendant la nuit, et quand ça m'arrive en plein jour, en pleine journée, là c'est sûr que j'ai pas de choix. Alors justement, quelle différence il y a entre une vision et un rêve? Alors lorsque j'ai des visions en général, je vis ces visions à la première personne. C'est-à-dire que je suis dans le corps de la personne qui vit ces visions-là, j'observe à la première personne, contrairement à un rêve qui pourrait être complètement farfelu, des choses comme ça. Les visions sont vraiment très centrées, très déterminées, genre c'est très logique. Voilà. Et ce sont des visions qui restent avec moi. Ce ne sont pas comme des rêves qui disparaissent du jour au lendemain, ce sont des visions qui restent avec moi à vie. C'est-à-dire que je m'en souviens encore aujourd'hui, au bout de 7 ans, ce sont des choses qui restent avec moi tout le temps. Oui, c'est très précis. Donc ça reste emmagasiné dans mon cerveau jusqu'à ce que je meure, quoi, quasiment. Donc là, en fin de compte, lorsque j'ai eu cette vision-là, j'ai eu aussi 2 autres visions en même temps, donc cette même nuit, qui m'a réveillé, et j'ai écrit ces visions sur un morceau de papier. Et quand je me suis réveillé, donc j'ai quand même vérifié sur Internet. Je suis allé sur Google Images en anglais, donc pour aller voir les images de Google.
Et j'ai tapé les mots-clés Premier ministre assassiné. Et la tête de ce Premier ministre avec sa petite moustache est apparue. Et j'ai dit à ma femme, c'est lui. Puisque j'avais en fin de compte partagé cette vision avec ma femme. Et elle a trouvé ça intéressant. Donc on a mis la télé en marche. Et là, il y avait en fin de compte un reportage en direct. C'était en fin de compte une journaliste qui disait que les assassins présumés du Premier ministre du Liban allaient en cours et je crois qu'ils avaient été coupables du meurtre du Premier ministre. Et j'étais en fin de compte dans le corps de l'un de ces deux assassins en fin de compte, mais sur le toit. Mais je pense pas qu'il était en fin de compte en train de lui tirer quelque chose. C'était plus pour observer en fin de compte ce qui se passait à ce moment-là. Ce qui était en fin de compte, le Premier ministre était dans sa voiture et je voyais en fin de compte le Premier ministre à travers cette lunette et je voyais très très bien dans la voiture. Voilà. Donc ça c'est le genre de choses que j'ai vues. Et en même temps j'ai aussi vécu une expérience avec ma future fille en fin de compte, puisque ma femme était enceinte, et je l'ai vue à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que j'ai pu la voir, je savais que c'était elle, puisque en fin de compte j'étais comme clairaudient et clairvoyant en même temps, donc j'avais en fin de compte des messages, soit ça me parlait et je pouvais voir les choses en même temps, et je savais que c'était ma fille. C'est-à-dire que je la voyais marcher à l'âge de 20 ans, et elle avait en fin de compte une fossette au niveau du menton, alors que mon épouse et moi-même n'en ont pas. Donc j'ai quand même décrit de manière très détaillée à ma femme et ça a un petit peu réconforté et c'est ce qui m'a permis en fin de compte d'accepter mes visions, de revenir comme ça, voilà. Donc depuis ce temps-là, je les ai acceptées, je les ai analysées quelque part et bon, c'est devenu tellement on va dire ennuyeux au bout d'un certain temps que ça m'a frustré, ça a causé beaucoup de stress dans ma vie puisqu'en fin de compte ça me perturbait pendant mon travail en même temps, j'avais autre chose à faire et puis je voyais en fin de compte des visions de cataclysmes, de tsunamis, de tremblements de terre alors qu'en fin de compte on est sur l'île de Vancouver nous-mêmes. Donc on est autour de l'anneau de feu en fin de compte, c'est ça on dit. Donc on fait partie du cercle de feu, voilà. Donc c'est un petit peu ce qui m'a inquiété énormément par rapport à ma famille aussi. Et donc j'ai en fin de compte j'ai recouru au service d'un hypnothérapeute pour soit contrôler mes visions ou les faire disparaître au complet. Voilà. D'accord. Et donc vu que j'avais énormément de stress par rapport à ça. Lorsque j'ai en fin de compte pris mon rendez-vous avec cette thérapeute, je fallait attendre une semaine et demie à peu près. Entre-temps, donc une nuit, j'étais couché et j'ai eu un rêve. Donc là, c'était un rêve, c'est pas une vision. J'ai eu un rêve en fin de compte d'un garçon, d'un adolescent en fin de compte qui me regardait, était vraiment comme au-dessus de moi, je le voyais. Je voyais son visage, mais je voyais que son visage. C'est-à-dire qu'il était comme collé à moi, je pouvais voir ses yeux, son sourire, mais quasiment pas son menton. D'abord, qui était vraiment proche de moi. Et à ce moment-là, en fin de compte, je me suis réveillé en me disant, mais c'était bizarre. Le rêve était vraiment bizarre quelque part, puisque c'était pas un adolescent qui paraissait normal quelque part. C'est-à-dire qu'on pouvait voir que ses yeux étaient beaucoup plus écartés que les yeux des êtres humains. Il avait des pommettes qui étaient beaucoup plus élevées que les nôtres. Au niveau du visage, et il avait vraiment un sourire, ses dents étaient blanches tellement que c'était incroyable. Il avait vraiment une peau qui était très, on va dire, comme de la porcelaine quasiment. C'était vraiment sans défaut, rien, c'était vraiment parfait. Et on va dire cette vision, lorsque je me suis réveillé, est restée avec moi. Donc quoi que c'est qu'un rêve, c'est devenu quasiment une vision. C'est-à-dire que ça m'a comme hanté toute ma journée. C'est-à-dire que lorsque je partais au travail, je le voyais encore, me souriait, il était devant moi, et puis c'était vraiment persistant. C'est-à-dire qu'il m'a pas quitté pendant toute la journée. C'était vraiment très très bizarre. Mais il me parlait pas, il me disait rien, il me regardait simplement, il était là et il me hantait. Et c'était vraiment très particulier comme situation. Et donc lorsque je suis reparti finalement chez moi le soir, ma femme est allée au lit, ma fille s'est couchée aussi, elle était jeune, et donc j'ai décidé de m'asseoir en fin de compte sur le divan. Et je me suis, en fin de compte, préparé un petit thé juste avant, sans savoir vraiment ce qui allait se passer, puisque j'attendais vraiment rien, je ne savais pas du tout ce que c'était, et donc je pensais pas que ça allait durer même longtemps, ou s'il y a vraiment quelque chose qui allait arriver finalement. Donc je me suis assis sur le divan, et j'ai posé mes mains de chaque côté de moi, et j'ai attendu. J'ai fermé les yeux, et au bout de même pas une seconde, quand j'ai fermé mes yeux, j'ai senti une sorte de vent, comme une sorte d'un ouragan, un mini ouragan autour de moi, à 360 degrés, et puis tout à coup ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, j'ai ouvert les yeux,
Et j'ai vu cet adolescent devant moi, qui était en fin de compte dans mon salon, et qui était debout, qui me regardait, avec le même sourire. Mais là, je le voyais vraiment de la tête aux pieds. Vous le voyez comme une personne humaine? Comme une personne humaine, mais comme j'ai dit, avec des caractéristiques très différentes. Oui. C'est-à-dire que c'était un humanoïde, Oui. mais il avait quand même des caractéristiques plus extraterrestres. Oui. Donc je savais que c'était pas un être humain, quelque Mais je veux part. dire, c'était aussi net, Et- aussi dense, aussi net. Alors oui, c'était très très dense, très très net, et quelque part, après coup finalement, puisque j'ai eu quand même, j'ai pas eu trop eu le temps de réfléchir à ça sur le coup, mais je le voyais par exemple, la pièce était noire, c'est-à-dire que j'ai pas mis les lumières dans la pièce, donc j'étais quand même dans le noir quelque part. Bon, j'avais quand même un petit peu de lumière dans la cuisine bien sûr, mais c'est assez obscur quelque part, mais je le voyais très très nettement, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'énergie qui émanait de cette personne-là autour de lui, mais il était très dense, c'est-à-dire que je ne pouvais pas voir les étagères derrière lui, alors qu'il était vraiment devant l'étagère, je pouvais rien voir, je le voyais seulement lui-même, et il y avait une sorte d'énergie quelque part aussi devant lui, c'est-à-dire que ça faisait comme une sorte de fréquence, ça bougeait un petit peu, mais c'était vraiment très rapide, c'est-à-dire tellement rapide que ça me dérangeait pas trop quelque part, puisque je voyais que c'était là, mais je le voyais très très clairement. Et il était posé là, il ne bougeait pas, il n'a pas bougé d'un seul pied, il était vraiment sur place, voilà. Il me regardait, il me souriait. Et moi, quand j'ai vu ça, finalement, ça m'a quand même perturbé énormément, et j'ai voulu me lever. Et quand j'ai voulu me lever, à ce moment-là, j'ai pas pu bouger. Donc j'étais vraiment collé au divan, mes mains étaient collées, je pouvais pas bouger, et là je commençais un petit peu à paniquer. Et dans ma tête, donc je pensais qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu veux de moi, etc., etc. Et quand j'ai voulu parler, finalement, j'ai pas pu parler non plus. Donc, Ah bon. voilà. Vous avez paralysé. J'étais complètement paralysé, mais très conscient de ce qui se passait, et quelque part par là, donc ça me stressait encore plus. Mais quand je le voyais et que j'essayais de parler, il comprenait mes pensées. C'est-à-dire que il m'a répondu de manière télépathique. Donc télépathiquement, il m'a répondu que son nom était Zor, donc c'était Z-O-A-R, avec une provenance, donc il me disait qu'il venait de la Fédération Galactique. Voilà. Et alors que moi à l'époque je connaissais rien du tout de ça, c'était vraiment quelque chose qui est complètement étranger, j'avais complètement oublié ce qui m'intéressait à l'âge de 16 ans, c'était vraiment dans le passé. Et donc lorsqu'il me parlait de ça, j'y comprenais rien. Donc c'est-à-dire que tout ce qui m'intéressait à savoir par rapport à sa présence, c'était au niveau des visions que j'avais. C'est-à-dire que de savoir qu'il venait de la Fédération Galactique qui me disait absolument rien, pour moi franchement à ce moment-là, en fin de compte, sur le coup, par rapport à ce dont je me souviens, je n'ai pas voulu lui demander ou lui poser des questions par rapport à ça. Voilà, c'était un petit peu bizarre, mais c'était comme plus égoïste quelque part, puisque je lui ai demandé par rapport à mes visions, si ces visions-là, par exemple, étaient réelles, ou si ce genre de cataclysme, en fin de compte, allait arriver, puisque j'étais plus inquiet par rapport à ma famille qu'autre chose. Voilà. Et il m'a répondu, toujours pareil, avec le même sourire, c'est-à-dire que ses lèvres ne bougeaient pas puisqu'il me parlait télépathiquement, et à ce moment-là, il m'a dit oui, finalement, c'est ce genre d'expériences qui sont arrivées, en fin de compte, vont arriver, les gens vont mourir, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. C'est comme si, par exemple, il y avait des centaines de milliers de gens ou des millions de personnes qui mouraient, pour lui, ça faisait aucune différence. Voilà, c'était un peu bizarre. Et ça m'avait encore plus stressé après coup. Mais lorsqu'il a disparu, puisque finalement cette conversation n'a pas duré très longtemps, par rapport à ce que je me souviens, puisque pour moi je pensais que ça avait peut-être duré 10-15 minutes maximum, lorsque je suis reparti en fin de compte dans la cuisine, après l'avoir vu disparaître devant moi, comme il avait apparu en fin de compte, c'est-à-dire qu'il a comme disparu, il s'est comme dissolu, oui. Il a disparu comme ça, voilà. Et lorsque j'ai repris en fin de compte on va dire, j'ai repris contrôle de mon corps. Je me suis levé sans savoir trop quoi faire. Et là, j'ai commencé en fin de compte à marcher dans la cuisine, tout en pensant d'ailleurs que j'avais imaginé ça. Finalement, je me suis dit, j'ai rêvé ça, ou alors c'est peut-être mon moment de stress qui m'a fait divaguer, des choses comme ça. Enfin, quoi que ce soit. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et donc, je suis reparti dans la cuisine. J'ai pris mon thé et j'ai commencé à le boire. Et là, j'ai regardé, le thé était tellement froid que j'ai automatiquement regardé l'horloge de la cuisine et il me manquait 2h30 de temps. Ah oui, voilà. En effet. J'avais perdu 2h30 de temps alors que moi je pensais avoir perdu que 15 minutes, 10-15 minutes. Voilà. Donc là ça m'a un petit peu perturbé quelque part, mais ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que moi j'avais déjà mon rendez-vous avec l'hypnothérapeute, donc j'ai pas voulu vraiment
lui en parler, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez personnel quelque part. Je suis allé me coucher, j'ai attendu mon rendez-vous. Donc, entre-temps, rien n'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai pas eu de vision ou d'autres expériences de ce type-là. Et lorsque j'ai rencontré la thérapeute, donc je lui ai dit que j'avais ce genre de vision. Et ce qui m'a surpris quelque part, c'est-à-dire qu'elle m'a dit qu'elle n'y croyait pas du tout, mais qu'elle était là pour m'aider par rapport à ces visions, comme elle aiderait par exemple ses clients à arrêter de fumer des cigarettes ou des choses comme ça. Donc c'était en fin de compte une thérapeute clinique, donc qui travaille dans les hôpitaux, les cliniques, des choses comme ça. Et j'ai voulu lui demander de m'aider à ce niveau-là, et elle l'a fait. Donc elle m'a demandé finalement d'où ces visions venaient, c'est-à-dire que je sais pas, je pense que j'ai eu ces visions toute ma vie, mais à savoir vraiment quand elles sont vraiment développées, je lui ai dit que j'en avais encore plus, j'ai eu beaucoup plus de phénomènes, on va dire, à l'âge de 16 ans à peu près. Donc elle m'a demandé en fin de compte de faire une séance d'hypnose en fin de compte et de revenir à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire de revivre cette expérience pour savoir si vraiment il y aurait quelque chose, un phénomène en particulier dont je devrais me souvenir. Et donc lorsque je suis entré sous hypnose, c'était tellement clair pour moi, c'est-à-dire que j'avais vraiment été jamais hypnotisé auparavant de cette manière. Donc pour moi, je veux dire, c'était une toute nouvelle expérience. Et lorsque j'ai été hypnotisé, je me suis revu encore une fois à la première personne. Donc de la même manière dont d'habitude j'ai des visions. Et là, je me voyais encore à la première personne. Et elle me demandait de regarder autour de moi. Donc j'avais les yeux fermés. Et je lui dis que voilà, j'étais à mon école à Saintes, c'était la nuit, j'étais à l'extérieur et j'étais en jeans, donc je peux voir mes vêtements quand même. Donc je regardais mes pieds, etc. Elle me demandait de regarder autour de moi, de regarder au-dessus de moi. Et là, lorsque j'ai regardé au-dessus de moi, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de tasse. Donc je voyais en fait compte le dessous d'une tasse. Comme ça, c'est la manière dont je l'avais décrit en fait à l'époque, puisque toutes mes séances d'hypnose avaient été enregistrées. Et lorsque j'ai regardé mes pieds après coup, j'ai remarqué que mes pieds, en fin de compte, quittaient le sol. Donc, lorsque j'avais quitté le sol, en fin de compte, je voyais que la tasse devenait une soucoupe volante. C'est-à-dire que cela, c'est devenu quelque chose d'assez gros. Et je m'étais, en fin de compte, là, en plein air, alors que j'étais, en fin de compte, on va dire, aspiré par le haut, donc comme dans un ascenseur, à la verticale. Et là, tout à coup, hop, je me suis mis sur le dos et je suis rentré dans la soucoupe volante, les pieds en premier. Et à l'intérieur de cette soucoupe volante étaient des grilles, mais des grilles qui étaient assez grands. Donc, ils faisaient plus de on va dire 2 mètres 50 à peu près. Ah oui, quand même. Oui, c'est des très grands grilles, avec des très grands bras, des grands doigts qu'ils avaient comme des griffes même au bout. Et lorsqu'ils m'ont en fin de compte pris dans cette pièce, c'est-à-dire qu'il y en avait à peu près 3-4 à droite, il y en avait 2 ou 3 à gauche, et il y en avait encore derrière moi que je ne voyais pas, mais que je sentais. Donc à ce moment-là, tout de suite sans me parler, sans dire quoi que ce soit, hop, ils m'ont mis des intraveineuses dans les bras, ils m'ont mis une sorte de casque sur la tête, et puis j'ai attendu. Et moi, à ce moment-là, en fin de compte, je revivais cette expérience, mais sans trop y croire finalement, puisque c'était tellement fluide quelque part que j'étais vraiment très critique par rapport à ce genre d'expérience. Et quoique, même si je répétais ce genre d'expérience, en fin de compte, à l'hypnothérapeute, on va dire, ça l'a vraiment perturbée et elle a arrêté la session. Donc la séance d'hypnose s'est arrêtée tout de suite. Et puis là, elle m'a dit, bon, bah, écoute, Sébastien, je suis vraiment désolé, mais je peux pas t'aider par rapport à ça parce que j'y connais absolument rien. Et j'ai besoin d'étudier le sujet afin de pouvoir t'aider au niveau des questions déjà. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est arrivé. Au bout d'une semaine, je suis revenu. Et là, en fin de compte, on a répété la séance. Donc avant de commencer d'ailleurs, je lui ai dit, mais franchement, c'est pas possible. J'y croyais pas vraiment, pas du tout. C'est-à-dire que je lui disais que j'imaginais ça, que c'était vraiment dans ma tête, etc. Et elle me disait non, l'hypnose c'est autre chose que l'imagination. C'est-à-dire que lorsqu'on voit ça, par exemple, sur des images de RM, on voit très bien qu'au niveau du cerveau, c'est une partie du cerveau qui est illuminée par rapport c'est plus par rapport à la mémoire que l'imagination. C'est-à-dire que c'est 2 endroits différents. Alors bon, je dis ok, bon bah d'accord. Alors elle m'a donné même des pamphlets, enfin des informations sur le sujet, des articles qui ont été publiés par rapport à ça, des choses comme ça. Donc j'étais quand même intéressé, mais sans plus. C'est-à-dire que pour moi, ça restait pareil. C'était tellement clair, tellement fluide que je l'imaginais. J'avais une imagination débordante, voilà. Et donc lorsqu'on a répété cette expérience finalement,
dans le vaisseau spatial, que je sais pas trop vraiment où j'étais, si j'étais encore sur Terre ou ailleurs. Quand j'étais en fin de compte dans le vaisseau spatial, les grilles finalement ont commencé en fin de compte à parler avec une sorte de son, c'est très très guttural, c'est-à-dire que je pouvais les entendre faire comme quelque chose comme ça, c'est vraiment un truc bizarre. Et là, je répétais ça en fin de compte à l'hypnothérapeute et elle me disait mais de quoi est-ce qu'il parle? J'ai dit ben, j'en sais rien, moi il parle extraterrestre, je comprends pas la langue, leur langue moi. Et là elle me dit bon bah écoute Sébastien, tu as besoin de leur poser la question avec ton subconscient, il faut que tu leur demandes de quoi ils parlent. Alors ok, j'étais volontaire, hein. Je dis ok, là alors de quoi vous parlez? Et là ils me regardent, là je les vois me regarder, ils arrêtent de parler, ils me regardent et de manière télépathique ils me disent qu'on ne peut pas toucher parce que tu as déjà été manipulé. Ah oui. Voilà. Alors moi je dis ça en fin de compte à la thérapeute et elle me demande mais ça veut dire quoi pour toi Sébastien? J'en sais rien du tout. Et finalement je leur pose la question de ce qu'ils voulaient dire par rapport à ça et ils m'ont rien dit, ils m'ont rien répondu. Donc là la thérapeute me demande qu'il me montre finalement ce qu'il voulait dire par ça. Et là il me montre en fin de compte des symboles, donc des hologrammes bleus, donc de couleur bleue entre moi et eux. Et parmi ces symboles, en fin de compte, il y avait une sorte de triangle isocèle renversé avec trois cercles noirs sur chaque pointe, ou un petit peu éloignés, assez espacés au niveau des pointes. Mais c'était vraiment un symbole très particulier, avec aussi d'autres types de symboles, comme il y avait un symbole d'une étoile assez complexe, que je pouvais voir aussi à côté. Et tous ces symboles-là, en fin de compte, moi je les écrivais sur un morceau de papier et je les montrais à la thérapeute. Et donc, elle me demandait à ce moment-là ce que ça voulait dire, et je lui disais que j'en savais rien du tout. C'est quelque chose qui m'arrivait comme ça. Et donc, elle m'a demandé, encore une fois, de parler aux extraterrestres et leur demander ce que ces symboles voulaient dire. Et là, encore une fois, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, c'était le silence. Voilà, ils me regardaient simplement, ils me disaient rien. C'était comme une pause. Et ce qui a vraiment changé radicalement mes vues sur le sujet, à ce moment-là, c'est lorsque la thérapeute m'a posé la question en disant « Est-ce que tu peux leur demander de te montrer où tu as vu ces symboles dans le passé, s'ils représentent quoi que ce soit pour toi ?» Et lorsque j'ai posé cette question-là, j'ai comme perdu connaissance, c'est-à-dire que ce que je voyais sous hypnose dans cette réalité-là, à l'âge de 16 ans, on va dire, a disparu. C'est-à-dire que tout ce que je ressentais, c'est devenu tout noir. Et je me suis retrouvé à partir en arrière très rapidement. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais en fin de compte dans un cylindre, une masse cylindrique métallique avec un dôme en verre. Et à l'intérieur, c'était une sorte de liquide noir qui submergeait mon corps. Sauf que j'avais que 6 mois d'âge. Voilà. Et à travers ce dôme, je pouvais voir je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les Pléiadiens ou les Nordiques. Oui, on en a parlé. Donc voilà, ces êtres-là, en fin de compte, il y avait un homme et une femme qui faisaient quand même à peu près 2,50 m aussi, qui étaient là, dans cette pièce, et qui me regardaient. Et ils étaient, on va dire, habillés d'une sorte de combinaison bleue, très simple, avec le symbole du triangle isocèle renversé sur la poitrine. Sébastien Martin, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. C'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Martin. Nous parlons de monde multidimensionnel, de rencontres rapprochées avec les extraterrestres. D'ailleurs, on pourrait faire une parenthèse, expliquer aux auditeurs ce que sont les Pléiadiens et les Nordiques. Oui. En fait, ce sont des êtres qui proviennent du système, on va dire, de Sirius, du côté de Sirius, des Pléiades, finalement. Et ce qui est intéressant par rapport au symbole, ce que je ne savais pas du tout à l'époque, lorsque j'ai fait des recherches, c'est que le triangle renversé que j'avais vu, finalement, c'était le triangle d'hiver qui existe dans notre constellation, d'où, finalement, Bélagus, Sirius, tous ces systèmes, en fin de compte, apparaissent. Et ce que j'ai compris par rapport à ça, après coup, finalement, c'est que ces êtres-là
qui font partie finalement plus de la 5e dimension qu'autre chose, en fin de compte, ont, je veux dire, à peu près une connaissance de près d'une 50aine d'êtres extraterrestres qui vivent dans cette constellation-là, dans cette partie-là de ce triangle, en fin de compte. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. Ces êtres-là, finalement, ce que je sais par rapport à ça, c'est que ce sont finalement pour moi ceux qui ont développé la race humaine. Ouais. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'ils m'ont expliqué par la suite. Mais lorsque j'ai eu d'abord, pour continuer cette expérience, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que lorsque j'étais sous hypnose à l'âge de 6 mois, je pouvais ressentir les émotions de ce bébé de 6 mois, alors que j'étais un adulte de 35 ans à l'époque. Et lorsque je vivais cette expérience-là, ça me paraissait très très bizarre. Et d'autant plus que c'est devenu tout à coup. Et j'ai vécu ça en fin de compte en détail en quelques secondes. Et c'est ce qui m'a vraiment choqué quelque part, puisque j'ai réalisé finalement que j'étais dans une pièce sans savoir vraiment où j'étais, mais je voyais ces extraterrestres-là qui ressemblaient à des êtres humains, avec un homme qui avait une barbe, avec une sorte de trident sur la tête, et qui me paraissait quand même très austère quelque part et très grand, et avec ce genre de symbole sur la poitrine, etc. Voilà. Donc c'était un peu bizarre, et lorsque l'hypnothérapeute m'a demandé de sortir de mon corps pour savoir où j'étais, ce qu'elle pensait finalement, c'était de pouvoir sortir de mon corps pour rester dans la pièce, pour voir où j'étais dans la pièce, puisque c'est assez obscur par rapport assez flou du moins par rapport au verre. Mais moi, c'est pas du tout de la même manière dont je l'ai interprété, puisque lorsque je suis sorti de mon corps, j'ai finalement décrit une scène où j'étais dans un espace noir, donc tout était noir autour de moi, et je disais que je pouvais voir en fin de compte un vaisseau spatial qui était en dessous de moi, qui faisait à peu près entre 4 et 5 km de long. 5 km de long? Oui, 4-5 km de long. Et que je savais exactement où j'étais à l'intérieur du vaisseau spatial, et en même temps, je peux voir la Terre qui était en dessous. Donc, je voyais la scène de l'espace, et j'étais sorti de mon corps donc à l'âge de 6 mois pour savoir où j'étais. Et ça a choqué la thérapeute, et elle m'a demandé de revenir dans mon corps très rapidement. et là, elle m'a reposé la question de ressortir de mon corps, mais de rester dans la pièce pour un petit peu découvrir ce qu'il y avait autour de moi. Donc là, lorsque je suis sorti de mon corps, pour rester dans la pièce cette fois-ci, j'ai pu observer que les murs étaient comme vivants. C'est-à-dire que c'était un vaisseau spatial multidimensionnel dont les particules du vaisseau étaient vivantes. C'est-à-dire que tout vivait dans le vaisseau. C'était vraiment très particulier. Oui, justement, on pourrait s'arrêter sur ce détail. J'ai entendu quand vous avez témoigné dans une vidéo sur le fait que les murs étaient vivants. Ça me fait penser à certains expérienceurs de NDE. Je vais encore la citer, mais Nicole Dron expliquait justement que de l'autre côté, elle voyait même les murs de nos maisons. Hein. Nos murs de nos maisons étaient vivants, elle voyait la vie dans les pierres, elle voyait la vie partout. Donc finalement, c'est tout à fait normal que ce soit... Parce que ça étonnait certains auditeurs d'entendre dire que les vaisseaux spatials étaient d'une nature vivante, étaient comme une matière organique. Mais ici aussi, c'est organique, sauf qu'on ne le perçoit pas, parce qu'on n'a pas assez de sensibilité pour le voir. Oui, ça pourrait être ça aussi, ou alors ça pourrait être le fait que nous vivons dans un programme, une réalité en fin de compte en 3D qui pourrait être modifiée en fin de compte par rapport à notre pensée collective. Oui, aussi, oui. Ça se rejoint. Mais finalement, par rapport à ce genre d'expérience, ce qui m'a vraiment choqué, c'est les détails. C'est-à-dire que je pouvais voir par exemple une sorte de symbole oméga renversé qui était à l'intérieur du cylindre où j'étais en tant que bébé, et qui en fin de compte fermait, qui en fin de compte faisait les joints entre le métal et la partie en verre. C'était vraiment très détaillé. Mais lorsque je suis revenu en fin de compte dans mon corps, parce que la thérapeute à ce moment-là en fin de compte m'a demandé de revenir dans mon corps et d'observer un petit peu le liquide, de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur aussi, de voir en fait à quel âge j'avais réellement. Et lorsque j'ai commencé en fin de compte à analyser le liquide noir, je lui disais que le liquide était vivant aussi. Mais c'était un liquide biologique, c'était comme vraiment du pétrole, hein. C'était vraiment noir. Et à ce moment-là, ça ne bougeait pas, donc je peux voir mes orteils, mais tout à coup, le liquide a commencé à bouger. C'est-à-dire que là, j'ai vu qu'il a commencé en fin de compte à m'envelopper, à bouger tout seul, mais vraiment d'une manière très différente de ce qui pourrait se passer avec de l'eau, par exemple. C'était vraiment, ça bougeait tout doucement quelque part, et ça m'enveloppait le corps. Et là, ça m'a vraiment fait paniquer, et j'ai pleuré
Donc à l'âge de 35 ans sous hypnose, j'ai pleuré comme un bébé. C'est vraiment bizarre. Ouais. Et c'était vraiment une expérience très choquante quelque part pour moi, puisque là je revivais ça à l'âge de 6 mois en tant qu'adulte. C'est vraiment très bizarre. Donc là, la séance d'hypnose s'est arrêtée. Donc la thérapeute m'a fait tout arrêter. Et ce que j'ai réalisé par la suite, c'est que finalement, ce liquide-là, après coup, j'ai jamais pensé auparavant, c'est-à-dire que ma mère, là pour revenir dans cette vie-là, ma mère, en fin de compte, lorsqu'elle est tombée enceinte, et à l'hôpital, ils ont découvert qu'elle avait il y avait un battement de cœur et voilà, c'est tout. Et au bout de quelques temps, elle a fait une hémorragie et elle a dû repartir à l'hôpital. Et lorsqu'ils ont refait en fin de compte un scan, un ultrason et des choses comme ça, ils ont remarqué qu'il y avait 2 battements de cœur. Mais ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre par rapport au test, c'est que il y avait 2 fœtus, mais qu'il y avait un fœtus qui avait à peu près 4 à 5 semaines de plus que l'autre. Et ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Ouais, c'est étrange, ouais. Très étrange. Sauf qu'ils ont dit à ma mère, et voilà, ils ont dit, sauf que parmi ces 2 fœtus-là, il y en aura un seul qui survivra. Donc, elle a perdu un fœtus. Le problème, c'est que les 2 fœtus, donc moi et mon frère jumeau, quelque part, on devait rester dans la même poche jusqu'à ce qu'on sorte au bout de 9 mois. Lorsqu'on est arrivé à terme, c'est-à-dire que moi, je suis sorti, ainsi que mon frère jumeau, qui lui, en fin de compte, avait été momifié à l'intérieur du corps de ma mère, c'est-à-dire qu'ils ont injecté ma mère tous les mois des produits chimiques pour déhydrater, en fin de compte, le fœtus, qui était déjà développé et qui ne pouvait pas sortir par lui-même. Et lorsque j'ai été délivré, finalement, la première couche de peau que j'avais s'est complètement dissolue, c'est-à-dire qu'elle a disparu. C'est-à-dire que j'étais à vif, donc j'étais rouge, et j'étais comme ça pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, les médecins d'Europe m'ont vu, et ils n'ont jamais pu en fait savoir ce que c'était. Et c'est un médecin suisse à l'époque qui a dit, finalement, la peau doit revenir, il n'y a pas d'autre choix. Mais pendant 6 mois, j'étais vraiment à vif, donc je hurlais constamment, j'avais des couches spéciales, des choses comme ça. C'était vraiment la misère pour ma famille. Ben, je me douterais. Et tout à coup, donc ma peau est revenue toute seule au bout de 6 mois. Et l'expérience que j'avais eue sous hypnose était en fin de compte avec cette expérience-là. Donc c'était quand même très très particulier d'avoir fait ce lien-là. Et je pense que ce produit noir que j'avais vu sous hypnose, c'était finalement un produit qui a en fin de compte régénéré mon ADN. Voilà. Et que les Pléiadiens ont réussi à créer pour moi, pour une raison quelconque. Pourquoi moi? Pourquoi cette expérience? J'en savais absolument rien du tout à l'époque. Jusqu'à ce que finalement j'ai eu une autre expérience après coup, puisque finalement entre chaque séance d'hypnose, j'avais des sortes de révélations comme des téléchargements d'informations qui arrivaient entre les deux, qui arrivaient instantanément, ou des choses qui en fin de compte prenaient sens. Je commençais en fin de compte à réaliser que ça avait du sens de plus en plus. Et j'avais aussi des communications avec Zohar, donc qui revenait me rendre visite, qui était très content de me voir d'ailleurs, toujours, c'est bizarre, alors que moi je ne sais pas du tout qui il était. Et lorsqu'il est revenu me voir, moi, il voulait en fait m'inviter sur le vaisseau spatial, à l'intérieur, donc, mais vraiment de manière physique, c'est vraiment très particulier. Et là, ça me faisait peur, parce que là, on va dire, vu que ça devenait quelque chose de plus en plus vrai pour moi. Là, je commençais un petit peu à paniquer par rapport à ce genre d'expérience dont j'avais aucun contrôle. Et là, je me suis dit, peut-être que je devrais demander à l'hypnothérapeute de m'aider par rapport à ça. Et là, c'est à ce moment-là que je lui ai parlé de Zohar et de cette expérience-là. Encore une fois, elle était quand même assez critique, mais on voyait qu'elle changeait d'attitude par rapport à ça et elle devenait de plus en plus ouverte par rapport à ce sujet. Donc, finalement, on a fait une expérience où là, j'ai invité Zohar, en fin de compte, à m'accepter sur son vaisseau spatial, donc sous hypnose, par contre. Et là, très rapidement, je suis comme parti dans une sorte de sas. Et lorsque le sas est ouvert, Zohar m'attendait juste devant, là, je le voyais, toujours le même sourire. Et là, j'étais par contre dans le vaisseau spatial à l'âge de 35 ans. Et il m'a fait rencontrer, finalement, l'homme et la femme qui m'ont vu à l'âge de 6 mois. D'accord. Et ils n'avaient pas changé d'un brin. Et là, je les voyais, ils étaient sur une plateforme un peu plus élevée. Et lorsque Zohar, finalement, va le voir sur la passerelle,
il lui parle de manière physique, je les voyais parler, et donc pour moi c'est interprété comme en anglais, mais je les voyais parler entre eux, et l'homme, avec sa barbe, n'était pas du tout content, il était en colère. Ah bon? Et il lui a demandé, et j'ai entendu la conversation en lui demandant, mais pourquoi est-ce que tu l'as fait venir ici? Voilà. Et Zoro lui a dit, je pense qu'il est prêt. Voilà, c'est un petit peu des messages cryptiques là, que j'entendais, mais vraiment, encore une fois, sans savoir vraiment ce qui allait se passer ou ce dont il parlait finalement. Et là, l'homme me regarde et il me dit, la raison pour laquelle tu es incarné sur Terre, c'était simplement pour avoir une expérience sur des émotions humaines très basiques au niveau de l'amour, de la colère, des choses comme ça, et de mourir et de revenir parmi nous, il m'a dit. D'accord. Et je fais comment ça parmi nous? Et là, en fin de compte, Zoro me prend la main, je vois encore sous hypnose, alors, encore une fois, je vis l'expérience à la première personne, et il m'emmène à voir un être comme eux, sur une sorte de table, on va dire, l'être respiré, et Zoro me dit, voilà, ça c'est toi. Il me fait, finalement, il me dit, tu es mon grand frère, et tu es sur cette table, et tu vis cette expérience sur Terre, mais tout en étant vivant sur notre vaisseau spatial. Et il m'a dit finalement que je m'étais dupliqué, c'est-à-dire que mon âme finalement s'était dupliquée sur d'autres systèmes solaires, et que la Terre faisait partie de l'une de mes expériences dont j'étais volontaire, et que mon âme était une âme finalement, parce que les Pléiadiens comme les Nordiques peuvent contrôler les âmes, donc la lumière. Donc l'énergie de la lumière sont des énergies qui peuvent contrôler, manipuler à leur guise, afin de pouvoir évoluer parmi d'autres espèces dans le cosmos. Et à la 5e dimension, ils veulent aspirer à une 6e dimension. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, et encore une fois ce que j'ai compris par rapport à différents échanges, c'est que tout le temps, en fin de compte, ils vivaient sur ce vaisseau spatial de plusieurs kilomètres, parce qu'ils n'avaient plus de planète. Ah oui, j'ai entendu cette information. Et ce qu'ils voulaient achever par rapport à ça, c'était de recréer leur planète qu'ils avaient perdue, qui avait explosé, etc. Ils voulaient finalement la recréer dans cette nouvelle dimension. Donc cette aspiration de pouvoir évoluer dans une nouvelle dimension, c'était un petit peu le même désir qu'ils souhaitaient de nous sur Terre, puisqu'on vit en fin de compte dans cette dimension, mais il veut absolument qu'on évolue, puisque en même temps, cette race-là fait partie d'une alliance galactique, donc plusieurs races extraterrestres font partie, et ces races-là ont le même agenda. C'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment plus une question de survie qu'autre chose, mais c'est aussi pour éviter des guerres entre races. Alors récemment, nous avons fait une émission avec Sébastien Karoubi sur le passage de la Terre en 4e dimension. Nous avons évoqué les multidimensions et les extraterrestres avec Marc Auburn. Yves Empoirier, pour la presse galactique, nous a parlé dans l'une de nos émissions des Pléiades, des Galactiques. Quelle est votre approche personnelle sur le passage de la Terre en 4e dimension via la 5e dimension? Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que ça a déjà commencé. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, en fin de compte, c'est on va considérer ça par rapport à la conscience collective. C'est-à-dire que la conscience collective nous fait croire que cette dimension-là dans laquelle on vit, en voyant que on va dire que l'herbe est verte, que le ciel est bleu, des choses comme ça, tout ça c'est un programme. C'est-à-dire qu'on a été programmé pour absorber cette information-là dès la naissance, et finalement c'est quelque chose qui peut changer si la conscience collective le décide. C'est-à-dire qu'on peut créer un système environnemental qui nous convient, donc à notre guise, mais il faut que la conscience collective puisse participer, puisque tout seul, c'est quelque chose qui ne pourra pas arriver tout seul. C'est-à-dire que chaque individu sur Terre a sa propre évolution à suivre, mais quelque part, on est tous assujettis à une sorte de fréquence qui, en fin de compte, fait partie du cosmos, mais aussi sur Terre. Et depuis quelque temps, donc il faut savoir qu'au mois de septembre dernier, les Pléiadiens ainsi que ceux qui font partie de l'Alliance, finalement, ont décidé d'abandonner le plan humain. C'est-à-dire que l'évolution humaine, selon eux, a échoué pour la 5e fois. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi à évoluer avec notre ADN, avec ce qu'on a aujourd'hui, alors qu'on est vraiment très très proche, mais ils pensent que on n'a pas, en fait, compte réussi à évoluer, à atteindre ce niveau de conscience dont ils souhaitaient. Mais ils reçoivent aussi beaucoup de pression par rapport à d'autres races qui ne font pas partie de l'Alliance, comme les Dracos, les Draconiens, les reptiliens,
qui souhaitent finalement revenir sur Terre, en pensant que c'est leur planète. Et au départ, les reptiliens faisaient partie de l'Alliance, et lorsque l'Alliance s'est aperçue qu'ils avaient leur propre agenda, etc., ils les ont éjectés de l'Alliance et leur ont demandé de rester loin de la planète Terre et des êtres humains. Mais en sachant que les reptiliens ont pour eux-mêmes créé leur propre race hybride sur Terre, qui aujourd'hui est en contrôle de notre gouvernement, de nos gouvernements, etc. On en parle souvent. Au niveau mondial. Mais que pensez aujourd'hui de ce qu'on nous dit? On nous dit que nos ADN sont en train de changer. La fréquence de la planète de 7,5 serait passée à 16,5. Donc, tout est en train de se transformer, en train de changer. Nos ADN sont en train de se transformer, monter en fréquence. Oui. Donc, ça se fait aujourd'hui. C'est en train de se faire. Ça se fait aujourd'hui. Ça se fait aujourd'hui. Et cette année-là, spécifiquement en 2017, nous allons pouvoir, on va dire, témoigner de ce genre d'expérience, puisqu'on le vit aujourd'hui. Ça arrive de plus en plus. Aujourd'hui, on peut voir, par exemple, des êtres qui développent des nouveaux sens. Ça devient, on va dire, familier, puisque, par exemple, en Inde, le troisième œil, des choses comme ça, ce sont des choses qui peuvent être aujourd'hui même vues sur Internet, qui arrivent, qui sont documentées. Ça fait partie, en fin de compte, de la nouvelle race humaine, quelque part, avec notre nouvel ADN qui est en train d'évoluer, changer, et on s'adapte, c'est-à-dire qu'on le vit. Donc pour nous, on n'a pas de recul vraiment. On ne peut pas vraiment revoir les détails de ce qui est en train de se produire, puisqu'on fait partie de cette évolution, et on est dans cette phase-là. Il faut savoir que les Pléiadiens ont décidé de faire augmenter notre fréquence énergétique sur Terre afin d'évoluer plus rapidement, parce qu'ils sentent le danger imminent d'une invasion reptilienne qui peut éventuellement revenir sur Terre. J'ai eu ce genre de vision personnellement. J'ai eu aussi d'autres visions, mais quelque part par là, je sais que c'est une sorte de ligne de temps qui peut changer. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je fais ça aujourd'hui, c'est pour éveiller les consciences humaines afin de pouvoir, on va dire, englober les masses terrestres, et pas seulement au niveau des personnes qui sont intéressées à ce sujet-là. Je parle de tout le monde. Alors, Sébastien Kaoubi nous disait qu'en 2024-2025, la 3D n'existerait plus sur Terre. Vous êtes d'accord avec ça? Vrai. Oui. Tout à fait. On sera en quatrième dimension. On sera en quatrième dimension. D'accord. Donc c'est pour ça que il faut s'aligner avec les bonnes fréquences, avec les fréquences de la Terre. Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y a énormément de personnes qui souffrent de ce genre d'évolution quelque part. Donc de plus en plus, on peut voir des mal-être, des malaises par rapport à ce genre d'évolution, qui sont en fin de compte traduits en forme de colère, en forme de haine. On peut voir ça au niveau des guerres, au niveau des bizarreries qui se passent au niveau des élections, par exemple. Oui, c'est chaotique. mais ça, quelque part, ça doit arriver. C'est-à-dire que c'est ce genre de changement dont on doit en fin de compte vivre, puisque finalement, c'est grâce à ce changement-là, ces perturbations-là, qu'on va pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment secouer ce système-là social dans lequel on vit, puisque c'est vraiment qui nous imprègne dans ce système de 3D, qui nous emprisonne quelque part. Alors qu'il y a énormément de choses à découvrir sur cette Terre, puisque bon, moi personnellement, j'ai déjà vécu le système de 5D, etc. J'ai vraiment voyagé dans le temps, j'ai fait dans le passé, présent, futur. J'ai même vu ma mort à l'âge de 90 ans, etc. Mais volontairement. Je suis allé dans la Nouvelle Terre. Enfin, j'ai fait énormément de voyages à ce niveau-là. Vous avez parlé de Mark Coburn, je pense qu'il a fait la même chose aussi. Des points très en commun. Et quelque part, ce sont des choses pour moi qui font partie de ma vie. C'est-à-dire que je l'ai accepté de cette manière-là. Aujourd'hui, j'ai décidé, par exemple, que lorsque j'ai vendu mon entreprise, j'ai décidé d'abandonner le poste de chef de direction. J'étais aussi directeur de la chambre de commerce. J'étais chef de conseil pour l'entreprise avec les nouveaux directeurs. J'ai abandonné tous ces postes-là. Donc, j'ai démissionné de tous mes postes pour me consacrer à ce domaine-là. Voilà. Sébastien Martin, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Martin. Nous parlons de monde multidimensionnel, de rencontres approchées avec les extraterrestres. Comment on peut imaginer une vie en quatrième dimension ou en cinquième dimension? Quels sont les changements que l'on peut espérer? Alors ça, on nous pose souvent la question, les auditeurs voudraient savoir. Alors,
La quatrième dimension est très très proche, on va dire, de la troisième dimension quelque part. Les simples détails au niveau de la quatrième dimension, c'est avoir en fin de compte une connaissance plus globale de notre cosmos, de notre planète Terre, simplement, sachant que la Terre est une Terre vivante, une énergie qui peut évoluer aussi, qui peut changer. C'est comme une sorte d'oignon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches sur la Terre et on accède, en fin de compte, en accédant à la quatrième dimension, on peut résoudre les problèmes qui existent aujourd'hui en 3D, comme les problèmes de la couche d'ozone, les problèmes de pétrole, des choses comme ça. Toutes les technologies dans lesquelles on a accepté aujourd'hui peuvent changer radicalement. C'est-à-dire que ce genre d'ouverture d'esprit par rapport aux nouvelles technologies, des choses comme ça, font partie de la quatrième dimension. C'est-à-dire que pour nous, pour vivre dans un système équitable, socialement équitable, fait partie de la quatrième, voire même la cinquième dimension. La cinquième dimension est beaucoup plus évoluée que la quatrième dimension. Il y a vraiment un très gros changement. Une très grosse différence entre la troisième, quatrième et cinquième dimension. C'est-à-dire que la cinquième dimension fait vraiment partie quasiment du système des anges, quasiment pour nous, ce qu'on considère comme ça, puisque c'est une dimension qui est tellement puissante quelque part, où là on devient quasiment des êtres multidimensionnels. Alors que dans la quatrième dimension, on n'est pas encore à ce stade-là. C'est-à-dire que dans la quatrième dimension, on peut très bien rester comme on est aujourd'hui, mais en ayant une ouverture d'esprit beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on est encore en phase d'apprentissage, où là on est en train, en fin de compte, d'ouvrir notre esprit aux autres types de dimensions, aux autres possibilités de la Terre. C'est-à-dire qu'en voyant avec notre troisième œil vraiment ce qui se passe au-delà de notre planète, de ce qu'on pourrait considérer comme notre sol ou notre air, et on pourrait vraiment absorber ce genre de détails. Donc on devient de plus en plus, on va dire, on a beaucoup plus de compassion envers autrui, il y aura plus de guerre quasiment, il y aura plus vraiment d'existence à ce niveau-là en quatrième dimension, ça n'a plus lieu, il n'y a plus vraiment de cause pour créer ce genre de différence, puisque finalement la dualité qui existe sur notre Terre aujourd'hui est vraiment ce qui crée les conflits sur Terre. Bien sûr. L'interprétation dont on a au niveau des religions, comme Marc en parlait dans son livre aussi, il disait que finalement les religions ont une espérance de vie jusqu'à 10 000 ans à peu près, entre 5 000 et 10 000 ans, et qu'au bout de ça disparaît. Parce que c'est vrai, je veux dire, quelque part par là, dans notre vie aujourd'hui, on souffre de plus en plus de guerres de religion, et ça devient un fléau qui pourrait éventuellement, on va dire, détruire la race humaine. Alors Sébastien Karoui nous disait que ce passage en quatrième dimension, on passerait sans connaître la mort, c'est-à-dire que notre corps de carbone se transforme en corps de lumière. Est-ce que ça vous parle aussi? Pas tout à fait en quatrième dimension, non. C'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire qu'on peut, en comprenant par exemple l'ADN, on peut étendre notre vie. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement faire changer notre ADN, changer notre vie, afin de pouvoir gagner plusieurs années, voire des décennies sur notre apparence, sur ce qu'on ressent, etc. En comprenant le système de conscience, oui, on peut très bien, par exemple, on va dire, détruire le système de la mort, puisque finalement, le système de conscience nous permet éventuellement de faire disparaître cette idée de vie et de mort, puisque c'est vraiment un schéma humain. Ça n'existe pas dans le cosmos. Donc notre âme, finalement, a une durée de vie indéterminée. Par contre, notre corps physique, afin de pouvoir le faire partir en corps de lumière, tout en gardant notre conscience, devient quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça, qui n'arrivera pas avant la cinquième dimension. Est-ce qu'il nous expliquait que on pouvait passer donc de la troisième à la quatrième, là, c'est-à-dire pendant ces 9 ans, sans passer par la mort, et notre corps se serait complètement transformé. Parce qu'il explique qu'il vit, alors c'est pour ça que j'essaye de comprendre, il dit qu'il vit, qu'on peut même l'accélérer en faisant des exercices. En 1 an, on pourrait déjà avoir ce corps. Bah oui, c'est vrai, quelque part, on peut, encore une fois, on peut accepter de partir en quatrième dimension sans accepter la mort, puisque la mort est un concept humain, comme j'ai expliqué. Donc en ouvrant notre conscience par rapport à ça, on peut éventuellement refuser cette mort-là tout
étendre notre vie humaine avec notre ADN aujourd'hui. Mais ça ne veut pas forcément dire là qu'on va devenir des êtres de lumière dans la 4e dimension. Ah oui, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit simplement qu'on pouvait transiter dans la 4e dimension sans passer par la mort. Oui, bien sûr. Et dans la 4e... C'est ce que je vous ai expliqué dès le départ en disant qu'on est en train déjà de vivre dans la 4e dimension. C'est-à-dire qu'on est en train déjà d'évoluer dans la 4e dimension. J'ai vu des personnes qui partaient à la 4e dimension, j'en connais une vingtaine, et je veux dire, ce sont des personnes qui sont très évoluées, qui sont revenues avec des dons, on va dire, qui permettent aujourd'hui d'évoluer et d'aider les masses afin de partir dans la 4e dimension au niveau de la masse. C'est ça. Moi, j'ai aussi vécu ça. Je suis parti dans la 4e dimension, même dans la 5e dimension. Physiquement, j'ai pénétré dans la 4e dimension physiquement dans cette vie-là. Donc je sais que on peut résoudre les problèmes de cancer, les problèmes, tout ce qu'on a, tout ce qui est fait au niveau énergétique, ce qui est en fin de compte une illusion, puisque on crée nos propres fléaux, nos propres maux, et on peut les résoudre par notre pensée, simplement en y pensant. C'est-à-dire que une fois qu'on arrive à comprendre ce système-là, ça nous permet vraiment de vivre de manière beaucoup plus, on va dire, plus intéressante, puisque on n'a plus besoin de se soucier des maux qui peuvent nous affecter. Et d'ailleurs, j'ai aujourd'hui beaucoup de personnes aux États-Unis et au Canada qui me contactent pour essayer justement il y a des personnes qui sont atteintes de cancer aussi. Bon, ça ne veut pas forcément dire que les systèmes aujourd'hui qui sont en place vont pouvoir les aider à leur niveau, puisque ça peut faire partie de leur expérience aussi dans cette vie-là. Mais je veux dire, dans la grande majorité des cas, pour ceux qui veulent se préparer pour entrer dans la 4e dimension afin on va dire, d'aider les autres, c'est d'embrasser ce système énergétique qui, en fin de compte, devient obligatoire, puisqu'on est tous en fait assujettis à ce genre de transition. Ceux qui se refusent à ce genre de transition vont mourir beaucoup plus rapidement que d'autres. Oui, tout à fait. Ou vont perdre la mémoire, ou ils vont simplement devenir fous. Enfin bon, d'une façon ou d'une autre, on va arriver à cette 4e dimension. C'est sûr que les gens, de plus en plus, s'ouvrent à ce genre de possibilités, de réalité, puisque même je connais des amis qui, il y a 1 an de ça, n'étaient pas du tout ouverts au système de la conscience, qui sont devenus, par exemple, en colère. Je connais par exemple un ami qui est parti au Japon, qui est devenu, on va dire, très en colère dans son système. Il était vraiment dans un mal-être incroyable. Et son école lui a proposé de faire de la méditation en recours pour ces crises de colère. Et il s'est ouvert au système de la conscience très rapidement, et il m'a commencé à poser des questions sur la conscience, des choses comme ça qu'il n'aurait jamais fait il y a 1 an. Et c'était un petit peu le sujet de Noël. On a parlé de ça entre amis, etc. Et c'était vraiment incroyable. En fait, il faut être dans l'ouverture et dans l'acceptation. Bien sûr, oui. Puis ça, en fin de compte, la plupart des gens sont comme en train d'écouter une station de radio, mais ils sont pas sur la bonne fréquence. Voilà, c'est ça. Ils sont toujours en train de tourner, ils sont toujours en train de chercher la chaîne, mais sans savoir au moment où aller. Donc là, nous, pour ceux qui sont déjà sur la bonne chaîne, on sait déjà qu'on est passé par les autres étapes et on peut aider ces personnes-là pour atteindre cette chaîne-là, cette fréquence-là, afin de pouvoir les aider à évoluer. C'est quelque chose de très simple en fin de compte. Alors paraît-il qu'on aurait une période de 800 à 1000 ans pour transiter, pour apprendre justement à appréhender cette 5e dimension. Alors pour la 5e dimension, oui, ça peut être quelque chose. C'est un apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de temps, encore une fois, est un concept humain. Donc, de savoir qu'il faut attendre 1000 ans, une fois que nous sommes dans la 4e dimension, cette notion de temps va disparaître. Voilà. Puisque, bon, j'ai eu la possibilité, donc ça pourrait être le sujet d'une autre entretien, mais j'ai eu la possibilité, par exemple, de partager une expérience au niveau du temps, donc espace-temps, avec des êtres de lumière qui m'ont expliqué l'ensemble de la chronologie, on va dire, de la création des planètes, du cosmos, etc., du multiverse, etc. Donc, en fin de compte, on a la possibilité de passer au-delà de ce système humain qui nous laisse, en fin de compte, avec la bouche ouverte pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe après coup. On vit dans cette réalité-là, mais elle est tellement présente qu'on a du mal à s'en sortir, et c'est vrai. Mais une fois déjà qu'on accepte la possibilité d'une autre dimension, qu'on fait partie, on est vraiment une partie infime du cosmos, et que on représente quand même une partie assez importante, puisque d'autres races extraterrestres se reposent sur notre évolution afin d'évoluer eux-mêmes. Donc on représente énormément de choses. C'est pas notre ego qui parle, c'est simplement la conscience universelle. D'accord. Vous donnez des conférences ?
Pas du tout. Pas du tout. On peut vous retrouver sur Internet? Oui, alors je suis sur un site web en ce moment qui s'appelle Nsuho, donc c'est nsuho.com. Et à travers cette plateforme-là, donc j'ai plusieurs sites sociaux, donc vous pouvez me contacter sur Facebook aussi ou sur Twitter. Ça, c'est principalement la plateforme sur laquelle les gens peuvent me contacter. D'accord. Et c'est une plateforme gratuite. Donc, les gens, en fin de compte, aujourd'hui, peuvent voir des vidéos et des articles en anglais, mais j'ai l'intention de développer cette plateforme avec justement des informations en français et aussi en espagnol. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui va s'élargir et j'ai de plus en plus de personnes aujourd'hui qui veulent m'aider, aussi bien, enfin, à travers le monde d'ailleurs, aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'en Australie, qu'aux États-Unis, Canada, etc. Donc, c'est vraiment ce qui va permettre de faire évoluer le système de conscience universelle. C'est de faire rejoindre, d'avoir un réseau, en fin de compte, sur Terre, de personnes qui se portent volontaires pour éveiller les consciences humaines. D'accord. Sébastien Martin, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt sur cette antenne, j'espère. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.